Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Moi de mon côté, pour être honnête, ça me fait un petit peu bizarre de pas parler de mon top 100 aujourd'hui. J'ai vraiment kiffé ce projet, c'était vachement intense, et même si j'ai beaucoup donné de mon temps et de ma personne, je cache pas que je suis peut-être déjà un petit peu nostalgique. Mais bon, c'est la vie, toutes les bonnes choses ont une fin, et vu que la NBA reprend dans moins d'un mois, pas de repos pour les guerriers. On va se focus un petit peu sur ce qui arrive. Et parmi les choses qui m'ont marqué cet été, il y a eu l'arrivée de Guerschon Yabusele aux Sixers, un move dont je n'ai même pas pris le temps de parler sur YouTube encore. Alors aujourd'hui, après ces énormes JO, et afin d'entamer la préparation de la saison comme il se doit, j'ai eu envie de me pencher sur son cas. Alors que peut-on attendre du retour du Dancing Bear en NBA? C'est bien ça le sujet d'aujourd'hui. Ouais, vous avez sûrement suivi cette grosse news qui est sortie cet été, et de toute façon j'en ai parlé en intro. Guerschon Yabusele s'apprête officiellement à faire son retour en NBA avec les Philadelphia 76ers, pour un contrat d'1 an et 2,1 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que ce retour n'est pas anodin, car il intervient dans des conditions plutôt particulières. Pour pouvoir quitter le Real, l'intérieur français a dû négocier un buyout plutôt conséquent, et surtout mettre largement la main à la poche. Parce que ouais, il pouvait partir de la capitale espagnole, pas de souci, mais pour ça, il fallait qu'il paye une clause de 2,5 millions, ou en tout cas qu'elle soit payée par quelqu'un. En accord avec les règles NBA, les Sixers, eux, ne pouvaient pas participer à une hauteur supérieure à 850 000 $, ce n'était pas assez. Le reste, Guerschon devait le prendre en charge, et visiblement, très confiant en ses capacités, il n'a pas hésité. Pourtant, il aurait pu attendre l'été 2025, lors duquel il aurait été libre de tout contrat, mais il l'a senti, c'était le moment de faire ses preuves en NBA, quitte à ce que ça lui coûte du fric. L'idée était de parier sur lui-même, sur le long terme, et de se rembourser plus tard. Cette décision, je l'ai trouvée kiffante, et ça montre particulièrement la détermination qu'avait Guerschon à avoir une revanche en NBA après ses énormes Jeux Olympiques de Paris en 2024, cet été. Vous l'avez compris également, pour ceux qui ne le savent pas, il ne s'agit pas de la première expérience NBA de l'ailier fort. On reviendra sur son parcours plus tard, mais oui, après sa draft en 2016, il avait pu passer 2 saisons avec les Celtics, entre 2017 et 2019. Une expérience avec un bilan très mitigé, et encore je pèse mes mots. Et depuis, il a su rebondir, en Chine d'abord, puis en Europe, et au milieu de tout ça, bien sûr, en équipe de France. Et même si au Real, l'une des équipes élite, l'une des toutes meilleures du vieux continent, il semblait avoir trouvé une maison, l'appel de la Grande Ligue a finalement été trop fort. Et ça tombe bien, c'est à Philadelphie qu'il débarque, une équipe qui a su se montrer active cet été, lors de la free agency et sur le marché des transferts, mais qui avait encore un vrai besoin de renforcer son secteur intérieur. Sur le papier, ça fait plaisir, Yabusele semble complètement correspondre au profil recherché, tandis que ses deux potes, Timothé Luwawu-Cabarrot et Nicolas Batum, tous les deux passés par Philly, ont conforté l'intérieur, leurs compatriotes, dans son choix. Et puis on l'a dit, financièrement, cette signature est un pari pour Guerschon, mais pour les Sixers aussi c'est un pari. L'équipe ne cache pas ses ambitions, et encore plus depuis l'arrivée de Paul George, elle vise le titre. Et alors que d'autres noms bien connus, comme Davis Bertans ou Marcus Morris étaient encore libres, les dirigeants de Philadelphie ont finalement jeté leur dévolu sur le français, en espérant que son talent et son expérience internationale apporteront une nouvelle dynamique dans la peinture des hommes de Nick Nurse. Mais avant de voir quel rôle le Dancing Bear pourrait avoir dans la franchise de Pennsylvanie, observons un peu qui est ce joueur, et détaillons son parcours, qui finalement est assez méconnu du grand public, j'ai l'impression. Après avoir été formé professionnellement à Rouen puis à Rouen, Guerschon a très vite tapé dans l'œil des scouts NBA. Résultat, alors qu'on l'attendait plutôt en fin de premier tour, début de second tour, lors de la draft 2016, les Celtics décident de le sélectionner avec le choix 16, à la grande surprise de pas mal d'observateurs. Le français voyait donc devant lui les portes de la NBA s'ouvrir en très grand. Mais le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Avant même de poser un pied dans un match officiel en NBA, l'ailier fort est envoyé en Chine pour la saison 2016-2017. L'objectif, permettre à son jeu de se développer dans un monde professionnel avant de se jeter dans le grand bain de la Grande Ligue. Il signe donc avec les Shanghai Sharks dans des conditions complètement inédites pour lui, et là-bas il apprend beaucoup, sur lui-même bien sûr, mais surtout sur son jeu. Incité à jouer davantage pour lui-même, il produit de grosses stats, à plus de 20 points et 9 rebonds par match. Il gagne en confiance et commence à développer un vrai tir à longue distance, une force pour la NBA. Fort de cette expérience, il fait son retour aux États-Unis en fin de saison chinoise, c'est-à-dire au mois de mars. Sauf qu'au lieu de rejoindre les Six tout de suite, il évolue d'abord en G-League, où en 7 petites rencontres seulement, dont 5 de playoffs avec les Red Claws, il prouve à sa franchise qu'il mérite bien plus que la Ligue mineure. C'est ainsi que Boston fait appel à lui pour le début de la saison 2017-2018, mais malheureusement ce passage on ne va pas trop s'attarder dessus. Malgré les espoirs placés en Guerschon, et bien que dominant lors des entraînements, il peine à s'imposer dans la rotation, et Brad Stevens, pour des raisons qui lui appartiennent, refuse de lui faire confiance sur la durée, lui préférant régulièrement Daniel Theis, ou encore Semi Ojeleye. Là encore, il fait des allers-retours incessants avec la G-League, et en NBA,
NBA, disons-le, il squatte beaucoup le banc. En 2 saisons à Boston, il joue 90 matchs, dont 16 de playoffs, pour un rôle souvent limité au garbage time, et des statistiques presque anecdotiques. Il faut dire qu'avec moins de 7 minutes par match passé en moyenne sur les terrains, le français n'a pas vraiment eu sa chance. Les Celtics, qui disons les termes ne comptaient pas sur lui, décident donc de le couper au mois de juillet 2019. C'est alors un Gershon plein de frustration et avec un vrai goût amer au fond de la gorge qui fait ses valises et quitte la NBA à 23 ans seulement, en refusant des contrats non garantis de la part de certaines teams, comme les Wizards par exemple. Mais grand bien lui en a fait, et comme le disait Giannis, ce n'était pas un échec, mais plutôt une étape vers le succès. It's not a failure, it steps to success. À ce moment-là pour lui, retour en Chine, un terrain maintenant connu, et aussi l'occasion de faire quelques dollars. Encore une fois, là-bas, avec des responsabilités et du temps de jeu, il montre tout son talent, et après 15 matchs disputés sous le maillot des Monkey Kings, il décide de rejoindre la France, direction Lasvel. Là-bas, il y passe une saison et demie, en pleine période Covid, il dispute le championnat de France et l'Euroleague, et rapidement, en Pro A, et même sur tout le vieux continent, il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs à son poste. Cela lui vaut d'être signé par le Real Madrid lors de l'été 2021, ce qui a marqué un vrai tournant dans sa carrière. Ouais, à ce moment-là, il a l'occasion d'évoluer sous le maillot de l'une des équipes les plus prestigieuses d'Europe, et rapidement, il y devient un joueur essentiel. Dès sa première saison, il s'impose comme un rouage clé de l'équipe, non seulement grâce à sa puissance physique, mais aussi par sa polyvalence sur le terrain, et avec cette team All-Star de Madrid, comme prévu, il accumule les trophées. En seulement 3 saisons, il remporte 2 fois la Liga ACB, 3 Supercoupes d'Espagne, et surtout, le Graal du basket européen, le titre de champion de l'Euroleague 2023. Cet accomplissement, après un parcours et un scénario hollywoodien, est probablement à ce jour, au moins en club, le plus beau de la carrière de Gershon. Ce titre, il l'a acquis au terme d'une saison où Madrid a montré une résilience et une solidité collective impressionnantes, et Yabusele, avec son expérience et sa maturité, était l'un des principaux piliers de cette réussite. Et puis d'un point de vue global, durant ces 3 saisons, sur le plan individuel, Gershon n'a pas forcément produit des stats qui marquent les esprits, mais son impact, lui, était indéniable. Avec des moyennes de 10 points et 4 rebonds en une vingtaine de minutes par match, il s'est affirmé comme un joueur solide, capable de faire la différence des 2 côtés du terrain. Sans pour autant être la star offensive de l'équipe, son rôle dans la défense et sa présence physique ont largement permis au Real de maintenir un très haut niveau de compétitivité. Mais au-delà des chiffres, ce sont ses performances dans les grands rendez-vous qui ont vraiment marqué les esprits. En Euroleague par exemple, il participe à 3 finales consécutives, et toujours, il a su peser, comme à chaque fois qu'il a été sélectionné en équipe de France d'ailleurs. Devenu un taulier des Bleus, notamment depuis la médaille d'argent décrochée aux Jeux Olympiques de Tokyo, ce qu'il a accompli à Paris cet été avec les tricolores l'a encore fait passer dans une autre dimension, notamment suite à son tomard sur LeBron James qui en à peine quelques heures a fait le tour de la planète, et plusieurs fois en plus. Mais là où tout a basculé en vrai, c'est au moment du quart de finale contre le Canada. Après une phase de poule décevante où Yabusele n'était pas starter, Vincent Collet décide de réajuster ses rotations, et l'Ailier-Fort en profite pour prendre les commandes. Ce soir-là, il s'impose en leader, scorant 22 points et offrant une intensité physique qui manquait cruellement à l'équipe. Et ce qui est positif, c'est que cette perf n'était clairement pas seulement un coup d'éclat isolé. En demi-finale, contre l'Allemagne, championne du monde en titre et bourreau des Bleus en poule, Yabusele est encore au rendez-vous. Il termine le match avec 17 points et 7 rebonds, dominant toute la raquette allemande, et notamment Daniel Theis, qui, rappelez-vous, par le passé, lui avait été préféré du côté de Boston. Chaque action qu'il entreprend galvanise absolument tous ses coéquipiers, et oui, c'est lui qui a grandement participé à pousser la France vers une nouvelle finale olympique. Gershon, ce jour-là, a encore une fois été hyper fort, et a prouvé son caractère et son mental à toute épreuve. Une vraie Kaira, comme l'aurait dit Isaiah Cordini. En fait, on est des Kaira, et quand on joue comme des Kaira, bah voilà ce qui se passe. Et puis évidemment arrive cette finale contre les États-Unis. Et vous pensez que les Avengers allaient suffire pour impressionner Yabou? Non, absolument pas. Tout au long de la rencontre, il joue sans complexe, sans relâche, il affiche 20 points au compteur, dont plusieurs obtenus sur des tirs cruciaux en fin de match, et ce fameux dunk sur LeBron, un moment d'anthologie qui enflamme les réseaux sociaux et a fait vibrer le monde entier. Durant toute la deuxième phase des jeux, l'Ailier-Fort a su imposer son style, sa puissance, devenant peu à peu le cœur et l'âme de cette sélection tricolore. Malgré la défaite en finale, Gershon a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Élu dans le deuxième meilleur 5 de la compétition, difficile de dire qu'il n'a pas été le meilleur joueur de cette équipe de France, qui pourtant comportait 6 NBAers dans ses rangs. Si certains pensaient encore que l'Ailier-Fort n'avait pas le niveau pour la Grande Ligue, Yabusele les a fait définitivement taire avec ce tournoi. Et puis si vous en doutez encore, parlons de son jeu un petit peu, ça va apporter des réponses supplémentaires. Gershon Yabusele est clairement un joueur à part, non seulement pour son aptitude physique, mais aussi pour la big évolution qu'il a connue depuis sa première expérience en NBA.
NBA. Ce qui frappe immédiatement chez lui, c'est la force brute qu'il apporte sur le terrain. Avec ses 2m03 et ses 118 kg, il est un véritable tank sur le parquet, capable de dominer ses adversaires dans la peinture. Cependant, réduire son jeu à sa seule puissance serait irrespectueux, car Yabusele a bien plus à offrir, et c'est précisément ce qui rend son retour en NBA si intéressant. Ouais, parce que Gershon, offensivement, a su développer un profil qui allie parfaitement puissance près du cercle, mais aussi shoot extérieur. Depuis son retour en Europe, il a su polir son jeu au point de devenir un joueur craint par les défenses. Sa capacité à finir près du cercle, on l'a dit, est indéniable, que ce soit grâce à sa puissance physique ou à sa capacité à exploiter les mismatchs en ISO. Lorsqu'il reçoit la balle dos au panier, il ne cherche pas à en faire trop. Il utilise sa force pour pousser ses adversaires et se placer en position idéale pour conclure, bien souvent avec un petit hook main droite très bien maîtrisé. Dans ces situations, Yabusele est redoutablement efficace, et ce, même face aux meilleurs défenseurs du monde. Mais après, attention, tout n'est pas non plus parfaitement parfait, ce serait trop facile. Je dois être honnête, je trouve Gershon nettement moins à l'aise lorsqu'il s'agit de conclure à gauche, et cela peut parfois restreindre son jeu. Lorsque les défenseurs l'orientent sur sa main faible, on peut le voir hésiter parfois, ou alors forcer pour revenir côté droit, ce qui peut provoquer certaines pertes de balles. Certains coachs NBA pourraient alors vite exploiter cette faiblesse en adaptant leur défense en fonction de ce constat. Mais après, ce n'est pas si grave, car on l'a dit, il a d'autres forces essentielles, comme le tir à 3 points par exemple. Lors de sa première expérience avec les Celtics, ok, il mettait quelques shoots, mais pas suffisamment à mes yeux pour que je puisse considérer ça véritablement comme un point fort. Sauf que depuis, ça s'est vu, Yabusele a taffé dur, au point de devenir une menace plus que crédible derrière l'arc. En Euroleague l'an dernier, il a tourné à plus de 46% à longue distance, avec quasi 3 tentatives de moyenne par match. C'est très fort, c'est même élite. Oui, la ligne FIBA est plus proche que celle de la NBA, mais impossible de nier les qualités qu'il possède dans le domaine. Il est donc devenu un vrai stretch fort, qui sait parfaitement s'adapter aux exigences du basket moderne. Ajoutons à ça une bonne intelligence de jeu et une bonne capacité à attaquer les close-out, et ça commence à lui faire une sacrée panoplie offensive avec son shoot externe. Surtout que de l'autre côté du terrain, c'est plutôt solide également. Sa polyvalence défensive est réelle, et il peut être super efficace dans la peinture grâce à sa solidité physique, mais possède aussi suffisamment de mobilité pour ne pas être en handicap lorsqu'il a besoin de switcher au périmètre. Même s'il aura du mal, je pense, à tenir les joueurs les plus rapides et les plus explosifs en NBA, son envie et sa science du jeu lui permettront, je pense, d'être un défenseur au moins correct dans la grande ligue, voire même au-dessus de la moyenne. Et puis même si ses stats au rebond et au contre ne sont pas folles, je m'en fous complètement encore une fois des chiffres avec Gershon. Il est un défenseur de système, qui saura tout à fait s'intégrer dans un collectif pour compenser les failles, quelles qu'elles soient. Et même s'il lui arrive de faire des erreurs, comme tous les autres joueurs, sa détermination lui permet bien souvent de se rattraper. Là on a un Gershon qui revient en NBA avec une véritable envie de prouver qu'il appartient à cette ligue, avec une chip on the shoulder comme on dit aux US. Ce qui ressort de ses interviews, c'est qu'aujourd'hui, il est un joueur plus mature, prêt à tout donner pour prouver qu'il mérite cette seconde chance. De toute façon, cette attitude, elle fait partie de son ADN. Dans le mental, il peut parfois me faire penser à un Bobby Portis, ou encore au frère Maurice. Des joueurs qui à la base ne sont peut-être pas les plus talentueux, mais qui finalement ont réussi à faire plus ou moins leur place grâce à leur hargne, leur travail et leur envie. Et puis rien qu'avec son état d'esprit, on l'a vu avec l'équipe de France, Gershon est tout à fait capable d'enflammer un match. Et même si c'est arrivé que ça provoque quelques débordements, les coachs quand même, on doit le dire, apprécient généralement très fort ce genre de personnalité. Maintenant le truc c'est que Yabusele débarque dans une équipe des Sixers avec un roster bien chargé. Les arrivées de Paul George et d'autres vétérans sont attendues pour changer la donne, et évidemment, encore cette saison, les objectifs seront élevés du côté de la Pennsylvanie. Yabusele peut-il se trouver une place dans cette équipe ultra compétitive, et surtout, peut-il avoir un rôle significatif à son poste? Le challenge est grand, mais le Dancing Bear a quand même quelques belles cartes en main, je trouve. Mais avant de parler de ça plus précisément, d'abord, il est essentiel de comprendre comment s'est construite et comment se compose cette équipe des Sixers. Joel Embiid, MVP 2023, est le pivot autour duquel tout le jeu s'articule. À ses côtés, Tyrese Maxey incarne l'avenir de la franchise, lui qui a obtenu sa première sélection All-Star l'an passé. Enfin, l'arrivée de Paul George renforce un frontcourt déjà bien garni. L'ailier a beau avoir 35 ans, il reste une menace majeure des deux côtés du terrain. Avec eux, on a évidemment déjà 3 gros verrous dans le 5 de départ. Autour de ce noyau, les Sixers ont conservé des éléments importants de la saison précédente, comme Kelly Oubre Jr. qui a trouvé sa place dans un rôle plus discret, mais dans lequel il a su s'épanouir. D'autres joueurs, comme Caleb Martin par exemple, un couteau suisse capable de jouer aussi bien sur l'aile que sur les postes intérieurs, sont arrivés. Et enfin, KJ Martin, de son côté, a lui aussi été prolongé. Vous vous en rendez compte, ça commence à faire déjà un petit peu de monde sur le frontcourt. Et justement, c'est au sein de ce frontcourt, et plus précisément au poste 4, que Gershon devra réussir à se faire une place. Paul George, Kelly Oubre et Caleb Martin peuvent tous occuper cette position d'ailier fort, même s'ils sont plutôt des postes 3 de formation. Ceci dit, on sait que Nick Nurse a plutôt une approche moderne. Il aime les joueurs interchangeables, capables de s'adapter à différentes situations, en attaque comme en défense. Ces 3 joueurs correspondent tout à fait à ce profil, quand en parallèle, j'ai quand
quand même plus de difficultés à imaginer Yabusele évoluer ailleurs qu'au poste 4. Après, ok, il pourrait être aussi utilisé en tant que pivot, dans un dispositif small ball, mais à ce poste-là, j'ai du mal à l'imaginer trouver beaucoup de minutes derrière des mecs comme Joel Embiid et André Drummond qui, eux, semblent assez indéboulonnables. Et puis même en tant qu'ailier fort, le Dancing Bear devra rapidement montrer qu'il mérite plus de minutes que KJ Martin par exemple, son principal concurrent direct à son poste. Re-signé à hauteur de 16 millions sur 2 ans cet été, le fils de Kenyon est, comme son père, un gros athlète, très explosif, capable de grosses séquences défensives, et de finir au cercle avec puissance. En revanche, son absence de tir fiable à l'extérieur le limite grandement, j'ai l'impression, dans le système de Nick Nurse. Et justement, c'est bien là, à mon avis, que Gershon peut réussir à tirer son épingle du jeu. Parce que ouais, pour moi, à Philly, je ne vais pas mâcher mes mots, il a de quoi être le meilleur poste 4 de formation. En effet, contrairement à KJ Martin, le français a déjà fait ses preuves dans des contextes hautement compétitifs. De plus, du point de vue de ses qualités, si l'on regarde le reste du roster, aucun de ses concurrents n'offre le même mélange de physique, de tir extérieur et d'expérience. Sa capacité à sanctionner à 3 points par exemple pourrait être primordiale aux côtés d'un joueur comme Embiid. Paul George, Caleb Martin et Kelly Oubre peuvent tous les trois apporter ce spacing, certes, mais aucun de ces 3 joueurs ne dispose du même physique que celui de Gershon. Maintenant on le sait, la transition entre l'Euroleague et la NBA est parfois compliquée, mais ce n'est pas non plus comme si Yabusele était un rookie. La vie aux US, il connaît, rappelez-vous, il a passé quand même 2 ans à Boston. Voilà pourquoi je pense que si le français parvient à s'imposer comme un shooter fiable et un défenseur capable au minimum de tenir son rang face aux autres intérieurs de la ligue, il pourrait finalement obtenir un rôle significatif chez les Sixers. De plus, il sait que s'il veut prolonger son aventure outre-Atlantique, il n'aura pas d'autre choix que de performer. Cette saison sera donc décisive pour son avenir, et ça tombe bien, Gershon n'a jamais été aussi bon que lorsqu'il avait des choses à prouver. Sauf que maintenant que l'on sait ça, il faut se poser les bonnes questions, et même mettre les pieds dans le plat. Quel rôle précis peut-il avoir chez ces Sixers? Peut-il carrément être titulaire? Déjà, ce que j'aime, c'est qu'au Real, en défense, on l'a vu limiter tout un tas de profils différents, tandis que pendant les JO, il n'a jamais eu peur de se confronter à des superstars, comme LeBron James ou Kevin Durant. À côté de ça, sa mentalité de guerrier et son énergie constante sur le terrain devraient parfaitement s'aligner avec les attentes des fans de Philadelphie, une ville qui toujours a valorisé l'effort et l'intensité. En d'autres termes, j'ai l'impression que le français a tout ce qu'il faut pour très vite devenir le chouchou des travées du Wells Fargo Center. Puis ce que je kiffe également, c'est qu'au-delà de son tir extérieur, le français n'a aucun mal à jouer off-ball et à jouer une espèce de rôle de connecteur sur le terrain auprès de ses coéquipiers. À Philly, son rôle ne sera pas forcément de créer ses propres opportunités comme il a pu le faire avec les Bleus cet été, mais plutôt de profiter des espaces que créeront Embiid, George ou encore Maxey. Il est un joueur particulièrement efficace dans les coupes vers le panier et dans les situations où il peut exploiter les mismatchs. Maintenant, avec tout ça, peut-on vraiment l'imaginer starter dès le début de la saison pour les Sixers? Je ne pense pas. Dans l'effectif, à mon sens, Nick Nurse a placé d'autres mondes, d'autres joueurs devant lui dans la hiérarchie. Cependant, dans une team qui clairement vise un long parcours de playoff, Yabusele semble avoir pas mal de qualités pour s'intégrer parfaitement. Sa force physique, sa polyvalence défensive, son tir extérieur et son énergie en font un complément parfait au superstar, je trouve. Alors s'il arrive à maintenir son efficacité au tir et à s'imposer défensivement, il pourrait devenir une pièce clé de la rotation de Nick Nurse. Et puis qui sait, avec une belle pré-saison et un bon training camp, pourquoi ne pas l'imaginer être responsabilisé plus vite que prévu? Encore une fois, je n'imagine pas qu'il sera titulaire, même si je lui souhaite, mais pourquoi ne pas l'imaginer obtenir une bonne quinzaine de minutes en sortie de banc? Et pourquoi pas même finir les matchs quand ce sera serré? Franchement, je suis persuadé qu'il possède les capacités nécessaires pour répondre à de telles attentes. Avec son profil inédit dans l'effectif, mais aussi avec sa mentalité de chien de la casse, je pense qu'il a de quoi devenir un vrai facteur X pour Nick Nurse, notamment en play-off. Si Gershon arrive à obtenir la confiance du tacticien, j'ai bon espoir qu'ensuite, il le lui rende au centuple. Alors si l'on fait le bilan, ouais, au poste 4, même si ce n'est pas leur poste naturel, des joueurs comme Paul George, Kelly Oubre et Caleb Martin seront probablement devant lui dans la rotation, au moins au début. Cependant, derrière eux, il y a une vraie place à prendre, d'autant plus que certains de ces joueurs ont pris la mauvaise habitude d'être des abonnés fréquents à l'infirmerie. Voilà pourquoi il me semble assez clair que Yabusele possède toutes les qualités pour devenir un réel atout en sortie de banc pour les Sixers. Le Dancing Bear ne sera probablement pas aussi dominant qu'il l'a été lors des derniers matchs des JO, on ne va pas s'emballer, le contexte est différent, mais ce n'est pas pour autant que l'impact potentiel du joueur en NBA doit être sous-estimé. Et puis j'en suis sûr, il est un mec qui au minimum apportera une vraie présence physique dès qu'il entrera sur le terrain. J'imagine déjà son association avec André Drummond dans la seconde unit, et là, niveau puissance, on va avoir 2 gros clients, 2 gros déménageurs. Les défenseurs trop soft vont vite se faire casser quelques dents face à eux. Puis même sans parler de son physique ou de son shoot, il y a encore un autre domaine où Yabusele peut faire la diff selon moi. Il est un joueur qui a 28 ans aujourd'hui et est habitué à évoluer sous pression, que ce soit avec l'équipe de France ou le Real, et mieux encore, il aime ça. Plus il y a de pression et plus il se surpasse, j'ai l'impression. C'est un atout non négligeable pour une équipe aussi ambitieuse que les Sixers. Maintenant, pour être
être totalement franc, je ne m'attends pas à ce que la saison prochaine, ses stats crèvent l'écran. Ce n'est pas son style à Gershon. Il n'est pas un joueur de chiffres, ça il s'en fout, il est là pour gagner. Ceci dit, si selon moi il fait une saison à 6-7 points par match, accompagné de 3-4 rebonds avec une adresse d'au moins 35% à 3 points en 15-20 minutes sur le parquet, ce sera une réussite. Et surtout, une preuve qu'il a réussi à s'adapter rapidement au rythme et à l'intensité du jeu NBA de 2024. Puis de toute façon, pour lui, le véritable défi, ce sera la saison prochaine, mais plus encore d'essayer de s'imposer sur la durée dans la grande ligue. Comme il l'a lui-même déclaré, son objectif n'est pas de faire un simple passage éclair, mais de s'imposer sur le long terme. Ce sera une bataille à chaque match, à chaque entraînement, mais les qualités sont là. Donner de l'énergie, défendre dur et mettre des shoots, c'est en grande partie ce qu'on va lui demander, et là-dessus, je n'ai pas trop de doutes, il sait faire. Et en plus, j'y tiens, il faut que je l'ajoute, c'est un homme de goût. J'ai découvert sa marque de fringues hors d'œuvre il n'y a pas longtemps, et même si pour le moment j'ai réussi à ne pas craquer pour le hoodie et les t-shirts que je trouve magnifiques, je regrette presque. Ça aurait été trop cool de les porter pour cette vidéo. Bon, petite parenthèse terminée parce que ça ne va pas lui offrir du temps de jeu supplémentaire à Philly, mais fallait que j'en parle. C'est bien trop stylé. Et bref, si l'on revient au basket, je me dis que si tout se passe bien, Gershon pourrait devenir très vite un élément essentiel de la rotation de Nick Nurse à Philadelphie. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas imaginer une potentielle prolongation dans un an, et pourquoi pas dans un rôle encore plus important? C'est en tout cas tout ce que je lui souhaite, car au vu de son parcours, il mérite amplement, et à 28 ans, pour moi, aujourd'hui, il dispose de toutes les qualités nécessaires pour se faire une place, notamment dans une équipe comme les Sixers, qui ont besoin d'un joueur comme lui. Mais du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est vous. Vous en pensez quoi de tout ça? Quel rôle aura-t-il à Philly l'an prochain, à votre avis? Et peut-il s'imposer sur la durée en NBA? C'est ça qui est important. On termine donc cette vidéo avec ça, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire toutes vos analyses, voir si elles rejoignent la mienne. À vos claviers, des choses à dire, il y en a, et bonne chance à Gershon pour la saison qui arrive.